tous, bienvenue. Nous sommes en direct depuis à quelques pas de la place de la République. C'est tout un symbole. Il y a, je crois, deux façons de pratiquer la mise en conformité. Celle qui consiste à subir les échéances, subir les réglementations, les décrets, les mises aux normes, les menaces de pénalité et j'en passe. Et puis, il y a celle qui consiste à entrer en mouvement, celui de la marche du monde économique, du monde social et du monde administratif, celui de la modernisation et du progrès. C'est ainsi que nous concevons la veille légale, avec dynamisme et en interactivité. Interactivité avec vous, bien évidemment. Nous avons réuni des experts, nous avons réuni des spécialistes, des clients témoins qui vont intervenir encore aujourd'hui. Et toutes ces personnes répondront en direct à vos questions. Vous allez les poser via le chat en particulier. Vous pouvez d'ores et déjà répondre à un sondage live que nous avons lancé. C'est un sondage qui concerne la fraude en particulier. On y reviendra dans quelques minutes tout à l'heure. Ce sondage va s'afficher. Il y a deux questions. Et vous allez y répondre pendant que nous commençons. Et puis, il y a notre jeu. Le jeu, la dernière fois, a très bien marché, donc on continue, les vacances approchent. C'est un jeu qui requiert de l'attention et de la rapidité. D'ici à peu près 40 minutes environ, les 10 premières personnes qui répondront correctement à une question que je vais poser auront la chance de gagner ceci. Vous le voyez à l'écran, il y a un iPad mini, il y a des GoPro Hero pour filmer vos vacances, il y aura des box pour gagner des séjours et des repas, et très important, il y aura des packs de formation DSN. Allez, nous ouvrons sans tarder notre premier dossier. Si le jingle veut partir. Allez, alors, sur le plateau... Bienvenue à cette deuxième émission Sedge sur l'actualité légale. Alors, vous le savez, ces émissions ont pour objectif de vous aider à anticiper les évolutions légales, comptables, fiscales. Par sa proximité de longue date avec les administrations, les institutions, Sedge vous permet ainsi de mieux appréhender ces changements, de mieux les intégrer et finalement de mieux en tirer parti. Vous avez été nombreux à nous suivre lors de la première émission et les remontées que vous nous avez faites sont très satisfaisantes. Quelques remarques aussi nous permettront d'améliorer la formule. Alors au sommaire de cette émission, un agenda riche, puisque vous aborderez successivement la DSN, les échanges bancaires sécurisés et puis un projet d'importance, l'impôt retenu à la source. Quelques brèves viendront compléter cet agenda, comme la loi El Khomri et puis des éléments de dernière minute que je vous laisserai découvrir. Voilà, je vous souhaite une excellente émission. Je vous encourage à intervenir, à participer pour faire de cette émission une émission enrichissante. Voilà, retour sur le plateau avec deux invités. Pour commencer, Coralie Masson. Bonjour Coralie. Vous êtes une spécialiste de la DSN, partenaire Sedge, agréé Ciel, c'est important de le dire, et votre société s'appelle CMC Formation. On va revenir vers vous dans une seconde. Et Antoine Hermé, directeur de projet DSN de chez Sedge. Bonjour Antoine. Bonjour Philippe. Alors, on reparle de la DSN, on en a parlé la dernière fois, mais le feuilleton continue. Hein. C'est un peu l'idée. Depuis notre précédente émission, les choses ont changé, Antoine. Oui, tout à fait. Alors, peut-être pour commencer, un point de contexte. 2015 a représenté un tournant décisif dans le déploiement de la DSN et la mobilisation des entreprises s'accentue en 2016. Aujourd'hui, il y a plus de 500 000 entreprises qui sont rentrées en DSN et ça représente plus de 13 millions de salariés sur les 16 millions de salariés du secteur privé. Donc il y a une vraie prise de conscience. Et du reste, au-delà des chiffres officiels, ce sont nos clients, ce sont vous qui nous le dites, qui nous l'ont montré. On peut voir d'ailleurs sur la courbe qui va s'afficher maintenant que le nombre d'entreprises qui utilisent notre plateforme Sedge EDI pour faire des télédéclarations DSN, pour l'envoyer de manière dématérialisée, eh bien ce nombre a explosé depuis le début de l'année 2016. Donc nos clients ont vraiment pris la mesure de cette obligation. Bonne nouvelle, si on peut dire. Hein. Je vous propose d'écouter tout de suite la question d'un premier client. On écoute. Bonjour, Jean-Luc Chenillot de la société Aviconso. Nous sommes 20 salariés. Pourquoi je dois passer à la DSN dès aujourd'hui? Bonne question, s'il en est. Oui, alors merci Jean-Luc. Pourquoi? Parce que c'est la loi. Un décret est paru en mai dernier et ce décret annonce une obligation légale anticipée pour août prochain.
c'est-à-dire dans quelques semaines, je dirais même dans quelques jours. Et ce décret a un seuil d'obligation relativement bas. Donc il va concerner une part importante d'entre vous, une part importante des entreprises, et notamment des petites entreprises. C'est ça qu'il faut souligner. Alors pourquoi? Parce que seront concernés ou sont concernés les entreprises qui ont versé des cotisations et contributions sociales de plus de 50 000 € au titre des périodes de paie de 2014. Alors là, ça représente à peu près des entreprises de plus de 5 salariés. Donc on voit que le seuil est relativement bas. Et puis aussi, ça concerne les entreprises qui ont eu recours à un tiers déclarant, comme un expert comptable, et qui, lui, a versé au titre des périodes de paie de 2014, pour l'ensemble de ses clients, eh bien, un montant supérieur ou égal de 10 millions d'euros. Donc, on voit qu'effectivement, l'État a la volonté d'accélérer la transition vers la DSN. Et puis, il y a des pénalités pour ceux qui ne respecteront pas cette obligation. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Bon, cette échéance dont on a parlé fait bouger les choses. Elle s'applique quand exactement et sur quoi? Non, mais quand c'est pour août, c'est-à-dire dans quelques semaines, 3 semaines, la DSN, c'est vraiment tout de suite. Effectivement, cette obligation est prévue à compter des salaires de juillet de ce mois-ci, à déclarer sur août. Et cette DSN sera exigible soit le 5 ou le 15 août prochain, bon, en fonction de l'échéance applicable à l'employeur. Pardon. Oui. Et puis, elle se fera en DSN phase 2, c'est la version qui est en production cet été. Donc, si votre entreprise est concernée, si vous comptez organiser vos congés, si vous comptez aussi ne pas courir le risque de non-conformité déclarative et donc éviter les pénalités, une seule recommandation, il ne faut plus attendre, il faut passer à la DSN. D'accord. Alors, il y a quand même des cas particuliers, notamment les entreprises à échéance trimestrielle. Est-ce qu'elles sont concernées et si oui, à quel rythme? Oui, alors, elles sont totalement concernées. Si votre entreprise est en échéance trimestrielle, avec la DSN, on passe à un rythme mensuel de déclaration, tout en continuant à payer au trimestre. Pour autant, il faut se préparer à ce changement de rythme déclaratif pour pouvoir démarrer dès juillet. Et en plus, le principe d'un démarrage obligatoire en début de trimestre est maintenu. Et donc, il faut bien démarrer en juillet déclaratif août, parce que juillet, c'est le premier mois du nouveau trimestre. Effectivement. Je vous propose, Antoine, d'écouter une deuxième question d'un client, ou d'une cliente d'ailleurs. Bonjour Pascal Estival, Les Braillots CDMDT 63, Clermont-Ferrand. Je suis concernée par l'obligation d'août. Alors, ma question est comment faire concrètement pour démarrer la DSN et respecter cette échéance? Voilà, la question vous est posée, nous est posée. Alors, août 2016, c'est demain. Donc, je peux donner quelques pistes de réflexion rapides. Tout d'abord, il faut se former. La formation est indispensable. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les éditeurs ont déployé une panoplie de formations pour tout budget et pour tout besoin. En tout cas, c'est le cas de Sedge. En partant du e-learning à distance, à votre rythme, et en allant jusqu'aux formations dites présentielles sur l'ensemble du territoire français. C'est des formations groupées, mais aussi il y a des solutions de blended learning, c'est-à-dire à la fois des classes virtuelles et aussi du e-learning. Bref, toutes les solutions sont possibles. Après, il faut démarrer dès maintenant. Pourquoi? Pour bénéficier de la disponibilité des éditeurs actuellement. Certes, les équipes ont été augmentées, mais à partir du 15 juillet, on peut imaginer que ça va être la course. Et puis enfin, il faut tester ces DSN pour pouvoir être prêt sans problématique de dernière minute en août prochain. Voilà. Ok, alors on va voir avec Coralie. Je suis certain que vous, plus les vacances en juillet, ça ne va pas être terrible, vous allez rester travailler. Coralie Masson, vous avez accompagné énormément d'entreprises, des petites entreprises notamment, celles qui précisément ont des choses à régler tout de suite pour les aider à faire passer la DSN. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous nous disiez un peu votre retour d'expérience et on verra les points de difficulté particuliers. Quel retour d'expérience vous pouvez faire jusqu'à présent ? Après, vous êtes présenté si vous le souhaitez. Tout à fait. Moi, je suis revendeur de la gamme Ciel depuis plus de 10 ans, formateur DSN agréé et j'ai accompagné plus de 200 entreprises TPE, PME et associations depuis 2014, puisque j'étais pilote DSN pour l'éditeur sur le produit Ciel Paye. Donc, le retour, il est positif. Ceux qui ont anticipé sont contents, gagnent du temps.
Ceux qui utilisaient la DADSU déjà en télétransmission, c'était très simple pour eux de rajouter la DSN puisque 80% du paramétrage était déjà fait. Oui, oui. Donc, pour les autres, ceux qui faisaient éventail, là, c'est un changement de mode déclaratif vraiment important. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça ne dépend pas de la taille de l'entreprise, du nombre de salariés, mais vraiment de sa convention collective, de son type de contrat, puisque ça peut être plus ou moins long, le paramétrage, en fonction de s'il y a des contrats aidés, des apprentis, des VRP. Voilà. Si on a du cadre et du non-cadre, c'est relativement facile. Voilà, on appuie sur un bouton, comme on dit, et ça se fait presque tout seul. Donc, ça peut nécessiter entre 2 heures et 2 jours de paramétrage selon les dossiers. Ça va, donc ça rentre pour l'instant dans l'échéance qui a été fixée. Tout à fait, parce qu'il faut savoir que la DSN fait ressortir tous les problèmes liés à la paye et au contrat. Alors, des conseils peut-être. Qu'est-ce que vous aimeriez donner là comme conseil aux entreprises par rapport au essentiellement, contexte actuel ? Se former pour bien comprendre les objectifs de la DSN, à qui elle est destinée, qu'est-ce que ça va remplacer. On peut encore se former, on a le temps. Vous disiez une demi-journée, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite. D'accord. Ça peut aller très très vite. Donc il faut vraiment dédramatiser la DSN. C'est juste, il suffit de bien travailler sa paye. Donc une paye bien paramétrée produit une DSN avec 0 erreur. Tout de suite. La DSN, c'est 10 minutes par mois. Si la paye est propre, ça vous prend 10 minutes. Par contre, dans le cas de paye particulière, ça peut nécessiter une prestation complémentaire. Donc, il faut vérifier, et surtout sur les dossiers anciens, il faut bien vérifier que toutes les mises à jour de l'éditeur ont bien tout été faites pour que ça rentre dans les bonnes cases. Donc en synthèse, en fait, il faut contacter votre éditeur ou votre prestataire, votre partenaire, revendeur de proximité, se former, vérifier le paramétrage, faire des envois tests et surtout bien étudier le bilan de retour. C'est ça. C'est là qu'on voit tout de suite. Voilà, c'est que ceux qui font actuellement des DSN tests sur les payes de juin, ils sont sûrs que leur DSN de juillet sera accepté. Ça, c'est le tableau de bord dont on parle, ce retour. Là, on est très proche de la date limite, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible encore, à ce moment-là, d'être en conformité à temps ? Tout à fait. En moyenne, il faut 1 journée pour pouvoir basculer et respecter cette nouvelle obligation. Mais il faut réagir très très vite en cette période estivale. Ouais. Les consultants ont encore quelques journées, mais bon, ça commence à s'épuiser. Quelques journées de disponibles pour les entreprises. Pour les entreprises, en juillet ou même en août. Donc, on peut encore être prêt pour août. Bon, c'est ça qui est important. Je vous garde sur le plateau. Nous avons la chance d'avoir un duplex avec un DRH, figurez-vous, le DRH de la société Groupe Alliance 2i, M. Franck Orionneau. Est-ce que, Franck, vous nous entendez? Vous êtes en province? Oui, tout à fait, Philippe. Je vous entends très bien. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de témoigner. Peut-être vous allez présenter votre société, Groupe Alliance 2i. Quel est son métier et quels sont les chiffres clés? Eh bien, écoutez, Alliance 2i est en fait l'ensemble de bureaux d'études experts en ingénierie d'éco-conception pour l'industrie et le bâtiment. En quelques chiffres, Alliance 2i, c'est 6 entités sociales et juridiques, une quarantaine de collaborateurs, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires représentés sur 3 sites géographiques, le site de La Rochelle, Poitiers et Périgueux. Alors en quoi votre société est concernée par l'échéance d'août ? Bien écoutez, notre société est bien entendu concernée dans le sens où l'obligation d'août a un seuil de cotisation et contribution sociale due qui est supérieur à 50 000 € sur l'année civile, ce qui est donc notre cas à ce jour. D'accord. Alors ce qui est intéressant de savoir, Franck, c'est que vous nous disiez comment vous êtes pris pour être finalement d'ores et déjà le bon élève, l'un des bons élèves de la DSN. Alors le bon élève, je ne sais pas. Néanmoins, effectivement, nous, notre maître mot, c'était d'anticiper.
Aujourd'hui, on est dans le métier de production très tourné autour des technologies et de l'innovation, ce qui nous permet et oblige sur nos services support de faire de même. En parallèle de ça, lorsque la DSN a fait ses premières apparitions, effectivement, dans les début 2014, on a fait un constat très simple, 6 entités juridiques, 2-3 déclarations par mois, ce qui représentait facilement plus de 150 déclarations sur l'année. On a très vite fait le calcul et on s'est dit que la DSN était la solution à notre problématique du moment. Donc, dès le début de 2014, on a donc contacté notre vendeur. On a mis en place donc ce module de DSN. On est passé effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, par une phase de paramétrage et une phase de formation très importante. Et en quelques jours, on a pu passer sur les phases tests. Et aujourd'hui, nous sommes 100% ravis de la solution de mettre en place la DSN. Si vous aviez un point plus important à mettre en exergue, plus important que les autres, en termes de facteurs clés de succès, quel serait ce point en dehors de l'anticipation dont vous avez su faire, effectivement, que vous avez su faire? Quel serait ce point de succès? Disons que si on prend aujourd'hui une obligation de mettre en place la DSN, on peut effectivement considérer que c'est contraignant. Néanmoins, en s'y prenant donc par anticipation et en se formant au logiciel, ça se passe très bien. Aujourd'hui, l'ensemble de nos déclarations que nous avons mis en place se passent tous les mois sans aucun souci. Et comme on l'a dit tout à l'heure, en une dizaine de minutes, maintenant nos déclarations sont faites. On a eu un gain de temps phénoménal. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il ne faut pas tarder pour mettre en place ce module, mais il est largement encore temps pour répondre aux obligations d'août 2016 d'ici quelques semaines. Merci beaucoup Franck Orionneau de ce témoignage. Je suis sûr que vous allez être écouté. Nous vous souhaitons un bel été dans votre belle ville de La Rochelle, ou en tout cas vous êtes juste à côté, je crois. Exactement, merci, tout à fait. Merci Philippe et merci à vous tous. À bientôt. À bientôt. Alors Antoine, bon, c'est intéressant d'écouter ce témoignage. Un petit commentaire? C'est déjà très encourageant. Et d'autre part, j'ai relevé un point important qui était de dire il n'est pas trop tard pour passer à la DSN, pour se former. C'est totalement cohérent avec ce qu'a pu dire Coralie. Alors, oui, je vous en prie. Par rapport au gain de temps, notamment les entreprises qui ont beaucoup d'arrêts maladie adorent la DSN, tellement c'est simple. Oui. Voilà. Ça change leur vie. Alors concrètement, comment les clients vont-ils faire pour les congés, Antoine? Alors ça, notamment dans les petites entreprises, on a eu beaucoup cette interrogation-là, ce questionnement-là, parce que évidemment c'est la vie d'entreprise et on a des congés en août. Bon, en tout cas, il faut rassurer nos clients. Il a été confirmé par les autorités que les entreprises qui seront prêtes pourront totalement déclarer leur DSN à partir du 16 juillet. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre le 5 ou le 15 août suivant. Ça, ce sont des dates d'échéance maximum. C'est-à-dire qu'on peut déclarer dès le 16 juillet. Et donc ça, c'est très intéressant pour l'organisation des congés, notamment dans les petites entreprises. D'accord. Alors, j'ai une question de Fabienne sur le chat. Je vais vous la poser, oui. Antoine. Et également à vous, Coralie, n'hésitez pas. Une entreprise créée en 2015 ou 2016 est-elle concernée par l'obligation intermédiaire d'août? Alors les montants de contribution, les montants de contribution et de cotisation sociale qui servent en fait de référent pour pouvoir savoir si on est concerné, elles ont été calculées sur l'année 2014 justement. D'accord. Et donc toutes les entreprises qui ont été créées à partir du 1er janvier 2015, ou bien celles qui n'ont pas comptabilisé de cotisation ou de contribution sociale au titre des périodes de paie de 2014, ne sont pas concernées. Voilà. Okay. On est vraiment sur 2014. Par l'obligation, mais elles peuvent adhérer au dispositif DSN. Ah oui. Il leur est conseillé de le faire. Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque. Dernière question, on va dézoomer un petit peu. On passe l'échéance d'août, il y a d'autres étapes derrière. Oui, bien sûr. Là, on a parlé d'une obligation légale anticipée. Elle s'inscrit dans un calendrier et du reste, là, on va voir le calendrier qui va s'afficher pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, on est en plein donc, dans le calendrier de déploiement progressif et de montée en charge progressive de la DSN. En ce moment, on est en phase 2.
OK. Et en septembre prochain, la mise en production de la phase 3 va permettre de substituer un grand nombre d'obligations déclaratives, principalement liées à la retraite et à la prévoyance. Et je pense principalement à la DADS, à la déclaration annuelle des données sociales. Je pense aussi à tout ce qui a trait aux formalités de recouvrement pour l'AGIRC et l'ARCO, Oui. la MSA, les régimes de protection sociale complémentaire et puis certains régimes spéciaux. Tout ça pour aboutir en janvier prochain à l'ouverture généralisée de la DSN, donc à compter des salaires de janvier, déclaratifs février 2017, pour l'ensemble des clients. Donc maintenant, il n'y aura plus de question de seuil, ce seront tous les clients qui seront concernés par cette obligation. J'ajoute un dernier point. En janvier 2017 prochain, il y aura bien évidemment une dernière date à réaliser. Voilà. Merci à tous les deux. Donc on va se revoir. Je vois bien que le feuilleton continue, l'aventure DSN continue. Merci madame, merci Antoine. Merci, Je vous propose d'ouvrir tout de suite notre deuxième dossier. Et voilà, nous attaquons un autre sujet avec vous, Jean-Marc Poulard. Vous êtes chef de marché chez Sage. On va parler de la sécurisation des échanges bancaires, ainsi qu'avec Nasser Chahib. Bonjour Nasser. Bonjour Philippe. Voilà. La fraude, alors c'est un sujet dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment, parce qu'elle fait des dégâts considérables. On a entendu encore récemment, je crois que c'était hier, une institution qui a été victime d'une fraude de près de 10 millions d'euros. Je crois que c'était hier soir, c'était annoncé. Mais on en parle aussi parce que l'Europe, en ce moment même, avec la directive NIS, est en train de travailler sur les obligations, notamment des entreprises, à se pencher sur la problématique de la fraude et notamment à déclarer les fraudes. Là, je parle des OIV, les organisations d'importance vitale. L'Europe prend le taureau par les cornes, ça va redescendre en plus fine, évidemment, sur les États membres et évidemment sur la France. Voilà, alors donc ça c'est le sujet en gros dont on va parler. On a posé, Jean-Marc, une question tout à l'heure en entrée d'émission à nos internautes et j'ai les réponses. La première question, c'était face à une fraude, quelle est la réaction des entreprises? Selon vous, quelles sont les premières réactions des entreprises? Les internautes ont répondu à 52%. D'abord, prendre contact avec sa banque, puis à 46%, ensuite porter plainte, et puis enfin appeler Chuck Norris. Bon là, c'est à 2%, je crois que c'était un peu pour le fun. Est-ce qu'on peut peut-être commenter ce sondage, et puis je vais vous parler de l'autre question ensuite. Alors la bonne réponse est évidemment elles ont commencé par porter plainte, les entreprises, mais évidemment il y a deux bonnes réponses, car il faut accompagner cette plainte d'une information auprès de sa banque, effectivement qu'elle soit au courant que vous avez été victime d'une fraude. Autre question qu'on posait, savez-vous combien d'entreprises, quel pourcentage d'entreprises ont subi une tentative de fraude? Là, 43% des répondants disent, enfin 71% des répondants disent 43% d'entreprises ont, c'est des pourcentages de pourcentage. Et pourtant, le bon pourcentage, c'est 93% malheureusement des entreprises ont subi une tentative de fraude l'an passé. Oui, donc c'est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, que ne le pensent les internautes. C'est ça ça concerne toutes les entreprises et toutes les tailles. Retenir. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir, on a des chiffres qui sont intéressants à étudier, on a des enquêtes qui sont intéressantes. Lors d'une précédente émission, on avait vu, avec vous d'ailleurs, Nasser, que la fraude au président était en train de se généraliser. Hein. Est-ce que vous confirmez sur la base des études, Jean-Marc, que vous possédez? Malheureusement, oui. Alors, on a une étude très courte sur Le Monde qui nous montre que maintenant la fraude au président a rapporté, entre guillemets, 2,3 milliards de dollars sur un peu moins de 3 ans, qu'elle s'est étendue sur 80 pays et que nous avons
presque 18 000 entreprises qui ont été concernées, Oui. soit une augmentation de 270% par rapport à l'an passé. Ouais, ce qui est vraiment incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la France plus spécifiquement? Alors, sur la France, on a beaucoup de détails, puisqu'il y a une étude Euler-Hermès qui a été faite pour la DFCG, Oui. qui est parue en mars de cette année, et qui nous montre, pour faire le parallèle, donc, que la fraude au président en France a rapporté 500 millions d'euros l'année dernière, et qu'en 5 ans, 2300 entreprises ont déposé plainte. Oui. Ça signifie qu'elles sont beaucoup plus nombreuses, Oui, à notre avis. C'est juste à la être concernées. partie émergée de l'iceberg, probablement, Tout à fait. pour des raisons de réputation que l'on comprend aisément, au demeurant. Si on prend un peu de hauteur, généralement, plus généralement, qu'est-ce qu'on apprend sur cette étude, l'Hermès, là? Comment vous la décortiquez? Je crois que vous Alors, avez fait on en a retiré des quatre infographies. infographies différentes qui nous permettent de dresser un petit panorama de ce qui se passe en France autour de la fraude. Sur la première infographie, donc on voit en premier ce qui s'est dit dans le sondage. C'était la première question du sondage. Donc le nombre d'entreprises concernées est de 93%. Alors, tous les chiffres de cette première infographie sont malheureusement en hausse, donc, Oui. ce qui montre que c'est un sujet qui est préoccupant. Donc 20% des entreprises ont subi plus de 10 tentatives dans l'année. Et 30% n'ont pas réussi à faire face à cette tentative de fraude et donc ont perdu de l'argent. Ça, c'est en augmentation. Ça veut dire qu'il y a peut-être plus de fraude et finalement, les entreprises sont peut-être aussi de plus en plus perdues, entre guillemets. Il y a de plus en plus de fraude, ça c'est augmente. sûr. Et les entreprises ne sont pas encore assez informées et donc protégées. Alors, est-ce qu'on a le top 5, justement, Oui. des fraudes? On parlait de la... Tout à celle fait. au Ça, c'est la président, deuxième mais- infographie. Ouais. Donc, justement, dans le top 5 des fraudes, on retrouve donc celle qu'on a mis en exergue dans notre étude, c'est-à-dire la fraude au président, qui consiste à se faire passer pour le président ou tout du moins pour un grand membre de l'exécutif d'une entreprise afin de se faire verser de l'argent. Donc ça, c'est la première fraude. Et ça marche qui encore, apparaît. donc je le disais en Bien introduction, ouais, ça c'est sûr. Ensuite, suivent les faux fournisseurs qui tentent donc de se faire payer. L'usurpation d'identité, c'est-à-dire se faire passer pour un prestataire extérieur d'une banque, une assurance de l'entreprise pour soutirer de l'argent. Les cyberfraudes, où on fera un petit détail en fin d'étude Oui. dessus, donc les fraudes informatiques. Et en queue de peloton, les faux clients. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles font finalement les entreprises pour essayer de se prémunir de ces fraudes? Quelle est leur façon de procéder? Alors, on s'aperçoit que dans les dispositifs mis en... alors, ce qui a permis de bloquer les fraudes, ça c'est la troisième infographie, ce qui a permis de bloquer toutes les fraudes qui ont eu lieu, à 93%, c'est plutôt rassurant, c'est Ouais. une intervention humaine, c'est-à-dire du bon sens, voilà, des bonnes prises de décision de la part d'une personne. Et ensuite, à 76%, c'est le respect des procédures internes qui existaient déjà. D'accord. Les mesures de bon sens pour bien se protéger, ça c'est effectivement, je suppose qu'il y en a d'autres, on n'est pas obligé de passer tout de suite à l'arme lourde. Il faut déjà avoir un Oui. niveau culturel, entre guillemets. Exactement, hein. il faut s'être déjà informé sur le sujet et avoir un petit peu progressé là-dessus. On s'aperçoit dans la dernière infographie que les techniques mises en place par les entreprises qui ont été concernées sont en premier lieu l'audit de leur système d'information. Ensuite, ils ont fait réaliser des tests d'intrusion dans leur système d'information et à la fin, ils ont mis en place, entre guillemets, une cote de mesure du risque dans leur entreprise afin de mieux de trouver les bonnes solutions à appliquer. D'accord. On avait vu tout à l'heure dans l'introduction la fin du fax, la mort du fax. Oui, ça on voit dans les techniques de formation et de prévention que les entreprises doivent mettre en place. Donc déjà former son personnel évidemment, mais l'informer aussi, c'est-à-dire lui donner toute la mesure du risque, séparer la comptabilité d'un côté de la finance. Un peu comme le payeur et l'ordonnanceur. C'est ça, celui qui ordonne et celui qui paie. Exactement. Et la fin du fax, oui, pourquoi? Parce que les banques ont pris la mesure de cette fraude et ont décrété que dans moins de 6 mois, c'est-à-dire début 2017, il ne sera plus possible de confirmer un virement bancaire par fax. Donc à la place de ça, les banques ont mis en place la signature électronique, c'est-à-dire la possibilité pour la personne qui a le droit de faire un virement d'avoir un outil de signature électronique et même de conseiller la double signature électronique. D'accord. C'est-à-dire d'avoir 2 personnes différentes qui doivent en même temps autoriser électroniquement le virement. D'accord. Justement, on a une question de Paul, là, je regardais. Serais-je obligé en 2017 de signer électroniquement mes confirmations de paiement bancaire? Oui, tout à fait. Paul, oui. La réponse est oui. Ce sera affirmatif. la seule mesure autorisée par la banque.
Super. Alors, on va peut-être parler d'un autre type de fraude avec vous, Jean-Marc, toujours. C'est un type de fraude qui, là aussi, fait florès. Il s'agit du ransomware, le rançongiciel. Rançongiciel, voilà, on va le dire comme ça. En 2 mots, vous nous dites ce que c'est et puis comment on peut s'en prémunir. Oui, alors en fait, c'est ni plus ni moins qu'une pièce jointe généralement dans un email qui ne remplit pas sa fonction, qui se propage dans votre réseau et qui crypte vos données. D'accord. S'ensuit une demande de rançon pour décrypter vos données pour que vous puissiez y avoir accès. Donc les différentes mesures de prévention sont assez simples. C'est déjà de faire des sauvegardes régulières de ces données, de bien réfléchir avant d'ouvrir une pièce jointe dans un email, même si le destinataire est connu, il a pu être infecté, et d'avoir évidemment un antivirus à jour. D'accord. Et alors, si on est infecté maintenant, il y a un processus de désescalade. Oui, alors il y a une procédure d'urgence. Maintenant, le mieux, c'est de passer par les mesures de prévention. Mais si jamais vous êtes concerné, la première chose à faire, c'est de se déconnecter d'Internet, se déconnecter du réseau local, d'essayer de restaurer ses systèmes d'exploitation et ses données, si des sauvegardes ont été faites, et bien évidemment de porter plainte. Oui. Et de ne pas payer la rançon, parce que rien ne vous garantit que ça va décrypter vos données ou qu'on ne va pas vous en demander plus. Et de ne pas donner le code de la carte bleue pour payer la rançon. Si possible. Oui. Voilà. Merci Jean-Marc. Un autre sujet d'actualité, toujours dans le domaine des échanges bancaires, avec vous, Nasser Chahi. On a adoré SEPA et maintenant, voilà SEPA 2. Qu'est-ce que c'est que SEPA 2 et je dirais c'est pas fini. Et c'est pas fini, bien joué. On est dans la continuité, dans le prolongement naturel de l'euro d'ailleurs, et on a vu la mise en place du SEPA qui a consisté à mettre 2 instruments de paiement harmonisés au sein de l'Union européenne et au-delà, au niveau de l'espace économique européen, puisqu'au total on a 33 pays qui sont concernés. Donc c'est la mise en place du prélèvement domestique et du virement domestique. Dans la continuité, et pour parler de cette année en particulier 2016, on voit que depuis février, on a atteint effectivement la fin des produits de niche pour chaque pays. Et pour la France, cela concernait le type et le télérèglement. Le type, on le connaît, c'est effectivement le paiement qui sert à s'acquitter par exemple de sa quittance EDF. Et puis le télérèglement qu'on va beaucoup utiliser dans le milieu professionnel et notamment avec l'administration, qui, pour rappel, depuis octobre 2014, oblige l'ensemble des entreprises localisées en France à payer par télérèglement. Donc, depuis le 1er février, par le règlement version SEPA, c'est-à-dire une variante du prélèvement domestique, le SDD. Donc le SDD professionnel pour le distinguer du SDD classique. Classique, celui du grand public. En fait. Exactement. Donc le SDD classique, lui, vient remplacer le type pour le particulier, on va dire. Et puis pour les professionnels, ça va être le prélèvement professionnel, avec quand même une petite précision pour le prélèvement professionnel qu'on appelle aussi le SDD B2B. Il faudra là, par contre, nécessairement communiquer à sa banque, donc la banque du débiteur, l'autorisation de prélèvement qu'on appelle aujourd'hui le mandat SEPA. L'autre évolution qui a eu lieu en février, c'est l'abandon du BIC pour toute la zone SEPA, excepté effectivement certains pays comme la Suisse et Monaco, où il faudra encore continuer à utiliser le BIC, mais pour les autres zones, on pourra utiliser que l'IBAN. En fait, ce sont les banques qui, elles, rajouteront le BIC entre elles. D'accord. Deuxième échéance, on l'a vu, 20 novembre. Novembre 2016. Voilà. On arrive effectivement en novembre, donc il y a une échéance importante pour ce qui nous concerne en France. C'est d'abord le passage, la simplification du prélèvement. Le prélèvement notamment classique, qui aujourd'hui est un peu compliqué parce que selon que c'est le premier, c'est le suivant ou il est répétitif, il y avait effectivement des délais de présentation du prélèvement, 5 jours avant, 2 jours avant. Maintenant, c'est uniformisé comme pour le prélèvement professionnel, c'est-à-dire 1 jour. Qu'il y ait une répétition, qu'il y ait juste une ponctualité, 1 jour pour tous les prélèvements classiques ou professionnels. Ce qu'on appelait le first disparaît de fait. Enfin, voilà. Tout est compacté. Il disparaît, effectivement. Donc ça, c'est effectivement une première conséquence. Et du coup, ça impacte aussi le type et le télérèglement qu'on a vu un peu plus tôt, puisqu'il subit cette évolution vers la simplification en nombre de jours. Et l'abandon du first. Le first, pour les non-initiés, c'était des éléments de langage XML dans le fichier de paiement où il fallait rajouter des balises différentes suivant que c'était le premier dernier. Il n'y a plus cette notion-là. Une simplification, une performance accrue. Tout le monde se pose la question à un moment ou à un autre. Avec le Brexit, qu'est-ce qui va se passer pour SEPA dans la zone SEPA ?
Qu'est-ce qui va bouger là? Alors le Brexit, on peut totalement le détacher de la réglementation CEPA, puisque le CEPA est quelque chose un petit peu en marge. Prenez l'exemple de la Suisse. Ils ne font pas partie de l'Union européenne, pourtant ils sont dans le CEPA. Donc potentiellement, deux conséquences possibles. Soit effectivement, nos amis anglais appuient sur le bouton et quittent l'Union européenne. Ils peuvent toutefois conserver le CEPA, ou ils restent dans l'Union européenne, et là, il n'y a pas de changement pour eux. Oui. Ok, il faut préciser que le CEPA ne concerne qu'une seule monnaie, en l'occurrence. Ah oui, c'est important de le préciser, puisque effectivement, au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui ont la monnaie comme seule et unique monnaie l'euro, et d'autres conservent leur monnaie nationale, mais utilisent par ailleurs l'euro. C'est effectivement typiquement le cas du Royaume-Uni, de la Suisse par exemple, et qui appliquent le CEPA uniquement pour les comptes ouverts en euros. Merci à tous les deux. Je vous propose de passer au dossier suivant. Merci Philippe. Voilà, le plateau suivant avec vous, Maître Caroline Renoncé, bonjour. Nous vous avions vu à la télé la dernière fois, la dernière émission, nous avons en chair et en os sur ce plateau. Merci, et avec Guillaume Rejoux. Bonjour Guillaume, bonjour. Même chose, vous êtes déjà un jeune habitué de cette jeune émission. Merci à tous les deux, on va parler du pass. Le pass, on a un sondage, on a fait faire un sondage il y a un certain temps. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commenter? Je vais voir si j'arrive à avoir les éléments du sondage. Nous avions fait faire un sondage qui a été mis en ligne il y a une semaine et qui posait un certain nombre de questions. Je vais attendre de voir si j'ai les résultats qui s'affichent. Sinon, on va commencer peut-être directement avec vous, Caroline. Ce que je vous propose, c'est effectivement de nous faire une petite genèse du pass, de la hauteur de votre fonction d'avocat. Oui. Ah, tâche difficile. Oui. Alors, ce pass, c'est une réforme qui est populaire, bien sûr, qu'on attend, véritable serpent de mer, puisque jusqu'à présent, beaucoup de gouvernements ont calé. Et en tout cas, c'est une promesse électorale. Alors, promesse électorale, est-ce qu'elle sera mise en œuvre ou pas? On ne sait pas. Ce qui est un fait exact, en revanche, c'est que c'est une réforme qui est très difficile à mettre en œuvre pour des raisons pratiques, parce que notre système français présente des spécificités, des particularités, et donc c'est la raison pour laquelle tous les gouvernements aujourd'hui ont calé sur la mise en œuvre. Bon, alors par contre, il est vrai qu'à ce jour, l'objectif officiel, en tout cas qui est affiché par nos politiques, c'est de rendre un impôt contemporain à la perception des revenus, puisqu'aujourd'hui il existe un décalage et que certains de nos concitoyens se trouvent en difficulté de trésorerie, notamment lorsque il y a des accidents de la vie qui se présentent. Exactement. Et donc l'objectif, rendre l'impôt contemporain. Maintenant, je sais que Guillaume va nous développer le système. Et en tout cas, est-ce que ce sera véritablement, le pass passera ou ne passera pas? Manifestement, le calendrier, pour le moment, est respecté, puisqu'en juin, il a été présenté au Conseil des ministres. Et que cet été, normalement, la loi devrait être adoptée. D'accord. Avec une mise en œuvre des acteurs courant 2017 pour une application au 1er janvier 2018. D'accord. On va voir dans quelles conditions. Merci. Alors, le pass passera pas. On l'a eu, cela. Voilà. Elle est bien, on a entendu. Guillaume, qu'est-ce que c'est le pass alors, le pass, c'est le prélèvement à la source. C'est le nouvel acronyme qui remplace l'IRS ou le RAS. Donc, on parle de pass. IRS, c'était impôt retenu à la source et RAS retenu à la source. C'est le pass jusqu'au prochain changement d'acronyme, pourquoi pas. C'est à mettre en comparaison de l'impôt sur le revenu que l'on connaît aujourd'hui, qui est actuellement, donc cet impôt sur le revenu, payé avec un décalage d'1 an, parce qu'en fait, il porte sur des revenus perçus l'année précédant leur déclaration. Ça sera, comme l'a dit Maître Renoncé, à partir de janvier 2018, on aura un mode de recouvrement de l'impôt qui va consister en fait à faire prélever immédiatement sur le bulletin de salaire du salarié en entreprise par un tiers payeur, donc le plus souvent l'employeur, le montant de l'impôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prélèvement à la source au sens large, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisqu'on a déjà près de la moitié
des prélèvements sociaux, en fait, des prélèvements obligatoires qui sont déjà payés à la source, notamment la CSG, la contribution sociale généralisée. Ouais. On pourrait donner quelques chiffres pour voir un petit peu l'étendue du sujet. Oui, je pense que ça va être des chiffres un peu surprenants en fait, pour tout le monde. Hein. Alors déjà, ce sont des chiffres de 2014 pour une raison très très simple, c'est que les déclarations de 2015 viennent d'être réalisées, donc on n'a pas encore les informations officielles. On a 37 millions de foyers fiscaux en France aujourd'hui, et sur ces 37 millions, on a à peine la moitié, 17,8 millions, de contribuables imposables. Donc c'est finalement assez faible comme ratio, c'est la moitié des foyers fiscaux. Par contre, ce qui est intéressant comme chiffre, c'est de savoir qu'on a 13 millions de déclarations qui sont réalisées par Internet. Alors c'est devenu obligatoire, mais ça veut dire aussi que la majorité des Français y sont passés très très rapidement avec l'avènement d'Internet dans tous les foyers français. De même, les paiements dématérialisés représentent près de 90% des paiements qui sont réalisés par la majorité des Français. Donc on va vraiment dans une optique et dans une dynamique de modernité. Ça représente quand même l'impôt, ça on ne le sait pas souvent, seulement quelque part par rapport au budget de l'État, 75 milliards d'euros de recettes. Recouvré par l'impôt sur le revenu actuellement, bien entendu. Hein. Oui, c'est ça. Alors voyons peut-être en détail l'impact du pass pour le contribuable français. Alors on a deux typologies d'impact. On a le côté fiscal et le côté social. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration annuelle sur le revenu va rester obligatoire tous les ans. Elle sera réalisée en ligne sur le site www.impôt.gouv.fr. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que seule l'administration fiscale restera l'interlocuteur du contribuable en cas de réclamation, en cas de changement, de signalement de changement de situation. Et l'employeur dans le prélèvement à la source ne sera véritablement que le collecteur du taux que lui fournira l'administration fiscale et le payeur du montant de cet impôt par le biais du bulletin de salaire. Alors tout le monde fantasme sur 2017, on nous parle d'année blanche, est-ce que ça va être une année blanche, une année grise, une année noire en matière d'impôts? Tout le monde en rêve. Que va-t-il en être? Le gouvernement se fait prendre un petit peu à son propre jeu parce qu'il a beaucoup communiqué, fait un peu de marketing social à ce sujet en disant 2017, année blanche, on ne payera pas 2 fois l'impôt. Oui, mais effectivement, ce sera une année blanche en matière d'imposition sur le revenu. C'est-à-dire qu'en 2017, on va payer l'impôt sur le revenu de 2016. Et à partir de 2018, dès le premier mois, on sera imposé sur les revenus depuis janvier 2018. Sauf que le gouvernement est en train de communiquer sur la mise en place d'un certain nombre d'outils pour lutter contre les revenus anormaux qui seraient dus à une optimisation faite par... quand on en a la possibilité, bien entendu, par certains salariés, par certains entrepreneurs, une optimisation des revenus de 2017. Donc il y a des outils qui sont en train d'être mis en place par le gouvernement pour prendre en considération cette optimisation possible. Et puis en parallèle de ça, on va quand même conserver les réductions et crédits d'impôts qui correspondaient justement aux dépenses qui étaient engagées en 2017. D'accord ? Donc en fait, quels que soient les cas, ça c'est une petite aparté que je fais, on aura malgré tout la possibilité en 2018 de moduler son taux de prélèvement directement auprès de l'administration fiscale. Je prends l'exemple très concret des couples mariés ou pacsés qui pourront choisir des taux de prélèvement différents qui ne seront pas obligés d'être imposés sur un taux commun. Et quoi qu'il en soit, il n'y aura aucun impact sur le montant total dû par le couple. Qui va prélever cet impôt à la source? Vous avez parlé de l'employeur, mais pas que, hein, si j'ai bien entendu. Non, alors c'est exact, puisqu'il y a majoritairement effectivement l'employeur pour ceux qui sont effectivement salariés, mais il y aura aussi les caisses de retraite pour les retraités, il y aura également Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, et puis tous les organismes susceptibles de prélever véritablement cet impôt. Alors, oui, on va avoir. J'ai pas tout à fait terminé. Pour les employeurs en particulier, ça c'est intéressant, c'est que on a parlé du processus DSN tout à l'heure avec Antoine Hermé. Le processus DSN, enfin l'impôt, le prélèvement à la source, rentrera dans le processus DSN, c'est-à-dire que le paiement se fera par le biais de la DSN, donc il y aura véritablement une mise en œuvre à faire par l'employeur dans le cadre de sa DSN. Sur le bulletin de salaire du collaborateur, il y aura normalement une simple ligne qui devrait apparaître, théoriquement pour le moment, c'est les échos que nous avons, rien n'est encore formalisé. Vous voulez dire une simple ligne de plus? Une simple ligne de plus, on reparlera peut-être tout à l'heure de la simplification du bulletin de salaire, avec un taux et un montant à prélever qui viendra dégrever forcément le montant du net à payer
globalement. C'est l'administration qui va calculer ce taux d'imposition, qu'elle transmettra à l'employeur de façon soit dématérialisée, soit l'employeur ira directement sur le site et verra tous ses collaborateurs avec le montant du taux. Et encore une fois, j'insiste, pour des raisons de confidentialité des revenus donc, du contribuable, l'administration va rester le seul interlocuteur. Donc la confidentialité sera respectée pour le salarié. Il y a quand même une petite question qui reste en suspens. Je fais encore une aparté parce que ce n'est pas forcément très simple comme sujet. C'est si on dit que c'est l'employeur qui va être collecteur du taux et payeur du montant de l'impôt, quid des salariés qui ont des contrats courts? Quid des CDD, quid exactement des salariés qui... Alors multi-employeurs sur le même mois, c'est relativement gérable, mais quelqu'un qui change d'employeur tous les mois, ou les extras dans l'hôtellerie-restauration qui changent d'employeur même parfois tous les jours ou 2 fois par jour, ça va être compliqué d'arriver à faire cette collecte. C'est une question qui n'est pas réglée, effectivement. Alors, j'ai une question, moi, de Marie, qui s'adresse à vous deux. Peut-être, Caroline, vous allez pouvoir y répondre. Mon employeur connaîtra-t-il le montant de mes revenus imposables? Derrière, il y a la question de la vie privée, de la confidentialité de l'avocat. Alors, on peut rassurer tout de suite Marie. Effectivement, il est prévu que si l'employeur est le collecteur de l'impôt pour le reverser au ministère des Finances, bien entendu, en revanche, il ne sera pas destinataire des informations personnelles liées à la vie du salarié. C'est-à-dire que c'est le salarié qui déclarera auprès de l'administration sa situation personnelle ou ses revenus pour que l'administration, après, transfère le taux, enfin informe l'employeur du taux à appliquer pour prélever l'impôt. Donc que Marie se rassure, en aucun cas, elle ne devra transmettre des informations personnelles et liées à sa vie privée. Le secret de la vie privée sera bien conservé. Et voilà, c'est rassurant. Et je suis sûr que tout le monde va bien regarder ça très très près. C'est un sujet très touchy en France en particulier. On parle rapidement des calendriers de mise en œuvre pour l'État, puis pour le contribuable. Oui, alors pour l'État et le contribuable, déjà, il y a une date qui est immuable. La date qui est immuable, c'est le 1er janvier 2018, ça on l'a dit déjà à plusieurs reprises. Maître Renoncé l'a dit également, l'insertion dans la loi de finances est pour 2017, d'accord, donc courant été, peut-être cet automne. Par contre, ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'il va y avoir une communication en fait par l'administration fiscale à l'employeur et au contribuable d'un taux de prélèvement au second semestre 2017. Donc déjà pour anticiper le 1er janvier 2018, à proprement parler. Ça, c'est côté effectivement, on va dire État, employeur, etc. Pour le contribuable. Pour le contribuable, c'était la question que vous m'avez posée, exactement. En 2017, on sera dans le dispositif que l'on connaît, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir les premiers, deuxièmes acomptes et puis le paiement du solde et toujours la déclaration annuelle au mois de mai 2017 pour les revenus 2016. Là où va y avoir réellement un changement, ça sera à partir du 1er janvier 2018, mais avec quelques petites nuances qu'il va falloir effectivement comprendre. Donc, on s'accroche. De janvier à mai 2018, on aura donc un prélèvement à la source des revenus de chaque mois de 2018, mais avec un taux basé sur la déclaration de revenus de 2016. D'accord ? En mai 2018, on va devoir toujours faire notre déclaration de revenus de 2017. En juin 2018, on va être prélevé à la source sur la base des revenus du mois de juin 2018, toujours avec un taux basé sur la déclaration de revenus 2016. Il faut laisser le temps à l'administration fiscale, en fait, de digérer l'ensemble des revenus de 2017, des déclarations 2017, pour calculer le taux. Et seulement à partir de juillet 2018, on va avoir un prélèvement à la source des revenus de juillet 2018 calculés sur un taux lié à la déclaration de revenus de 2017. Voilà. Ajustement du taux. Voilà. Ajustement du taux, effectivement. On s'est accroché, mais on a pigé le truc. Alors, si on devait résumer, en 4 points, le pass... Quid alors, sur ce qu'on a dit là. Alors déjà, le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait qu'on était en retard par rapport à nos homologues européens et même dans le monde avec des systèmes qui sont en vigueur depuis des dizaines d'années et parfois presque des siècles, notamment pour le Canada. Oui, d'accord, mais on va respecter une particularité franco-française, c'est qu'on va mettre en place finalement un système hybride où on n'a pas, contrairement à un certain nombre d'autres pays, d'organismes centralisateurs de l'ensemble des revenus, de l'ensemble des déductions possibles, et qui va faire un calcul au plus juste, à la fois du taux d'impôt à payer. On va avoir donc toujours ce décalage d'un an entre les revenus du mois en cours et
puis le taux calculé sur la base de la déclaration de l'exercice précédent. Donc on est vraiment sur un système hybride, contrairement à nos collègues européens. Donc l'argument, pour le coup, à mon sens, ne tient pas. Le véritable avantage, c'est la lutte contre la fraude pour l'État, très clairement, couplée en parallèle de ça à une augmentation artificielle des recettes. Pourquoi ? Parce que le salaire médian français, malgré tout, augmente chaque année, et donc de fait, le fait de basculer immédiatement de 2016 à 2018 va faire en sorte que naturellement les recettes fiscales seront supérieures. Pour le contribuable, il va y avoir un impact négatif parce que vous avez certains contribuables qui économisent et qui mettent leur argent pour payer par tiers sur un compte bancaire rémunéré. Là, on va leur prélever immédiatement en fait, le montant de l'impôt. Donc, quelque part, ils vont perdre finalement l'épargne, la petite épargne liée à la mise de cet argent de côté. Et puis surtout, on a utilisé le conditionnel. En mai 2017, il va y avoir des élections présidentielles. Il y aura peut-être un changement de gouvernement. Et à droite, tous les candidats se sont, mobilisés. Tout le monde. Contre plutôt. Exactement, contre l'impôt. Bon, donc c'est hybride, c'est peut-être transitoire. Ça va peut-être se faire. C'est toujours la même question, est-ce que ça passera ou est-ce que ça ne passera pas? Oui. Mais alors, avec quand même un petit point de détail qui peut être intéressant pour nos entreprises, c'est que ça va peut-être permettre, ce système de passe, de faire un petit peu de trésorerie pour les entreprises, puisque l'entreprise versera le salaire et puis mettra de côté la part qui correspond à l'impôt sur le revenu pour le reverser quelques jours semaines, voire quelques semaines plus tard. D'accord. Voilà. Enfin, c'est quand même un jeu à somme nulle. Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. On est quand même, juste pour finir, on est dans un dispositif quand même beaucoup plus précis que ce qui avait pu être éventuellement évoqué les années précédentes sous d'autres gouvernements. On en tient compte, on s'accroche, on en tient compte. À suivre. Merci à tous les deux. Vous restez avec moi parce que nous allons passer à la dernière partie de l'émission, les brèves. Voilà, les brèves avec vous. Nous accueillons un nouvel invité, Jacques Morion. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir patienté, joué derrière la vitre. Vous aviez envie de parler du pass. Malheureusement, on ne va pas avoir trop le temps de revenir sur ce sujet. Vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes de la société MV Conseil qui est basée à Paris. Hein, c'est ça. Vous êtes à la fois expert comptable et chef d'entreprise. Donc, je vous interrogerai peut-être sur les deux aspects de vos fonctions. Je voudrais, avant de vous laisser vous présenter, parler du jeu, parce qu'il faut que je lance le jeu. Vous avez vu, on a plein de cadeaux à vous faire gagner. Donc, il y a, je vous rappelle, 10 cadeaux à gagner. Les premières personnes qui vont répondre correctement à la question que je vais poser seront les heureux impétrants. Voici ma question. Je vais la dire tout doucement. Quelle est l'activité principale de la société dans laquelle travaille Franck Oriono, le client Sedge que nous avons interrogé en tout début d'émission? Quelle est l'activité principale de sa société? Voilà, ça c'est la question pour gagner des lots super sympas pour partir en vacances. On revient au plateau. Comment présenter MV Conseil? Alors Jacques? Écoutez, c'est une entreprise à taille humaine de moins de 10 personnes, voilà, qui essaie d'accompagner les entreprises dans une activité en pleine inflation permanente. Voilà. Alors, le principe des brèves, c'est de faire tourner les sujets et d'aller assez vite. Premier sujet qui a donné lieu quand même à des échanges noms d'oiseaux et autres entre le gouvernement d'un côté et le MEDEF de l'autre, le compte de pénibilité depuis le 1er juillet, donc quelques jours. Les choses ont bougé. Alors, en fait, on va faire peut-être un petit rappel déjà sur le dispositif général. Donc, en fait, on a un compte C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, qui est susceptible de concerner chaque salarié à condition qu'il soit exposé à des facteurs de pénibilité. Donc, en janvier 2015, pour l'année 2015, on avait 4 facteurs de pénibilité, le travail de nuit, le travail en équipe successive, le travail répétitif, et le travail en milieu hyperbare, donc haute pression. Et à partir du 1er juillet 2016, 6 nouveaux critères de pénibilité rentrent en action. Donc on va les rappeler: la manutention manuelle de charges lourdes, les postures pénibles, les vibrations mécaniques, les agents chimiques, les températures extrêmes et le bruit. Donc ce qu'il faut dire, c'est que
qui est soumis à cet ensemble d'obligations? C'est l'employeur qui a 4 obligations. Effectuer une évaluation annuelle des salariés exposés, mettre dans son document unique des risques professionnels les données relatives à ces critères de pénibilité, envisager des mesures de prévention et, dernier point, qui n'est pas le moindre et qui est le plus problématique, qui est d'indiquer les facteurs de pénibilité par salarié dans la fameuse DSN que vous avez évoquée tout à l'heure. Bon. Et à terme, on aura des cotisations sociales, bien évidemment, assises, qui sont liées à cette pénibilité. Voilà. Alors, on sent bien que c'est extrêmement difficile à appliquer concrètement. Comment ça se passait jusqu'à présent? Comment vous pensez que ça peut se passer? Parce que, la difficulté, c'est que l'employeur est livré à lui-même pour déterminer cette pénibilité. Oui. Donc, malheureusement, le Conseil, malgré cette obligation complémentaire qu'on doit donner aux chefs d'entreprise et qu'on doit donner aux chefs d'entreprise, c'est qu'effectivement, ils se livrent à cet exercice, c'est difficile, de faire une évaluation salarié par salarié de leur exposition éventuelle à des risques de pénibilité, d'envisager derrière une information dans son document unique des risques professionnels. Dernier point, d'envisager, si c'est nécessaire, des actions de prévention. Et puis la dernière étape, ça sera effectivement de déclarer ces facteurs de pénibilité dans la DSN s'il y avait des salariés concernés. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que des branches professionnelles, en liaison avec le gouvernement ou des services de médecine du travail, donnent un peu des indications statistiques pour certaines catégories de salariés, de voir s'ils sont effectivement exposés, pour éviter qu'on ait des disparités très importantes d'une entreprise à l'autre. Puisque ça serait assez incompréhensible que deux entreprises comparables et 2 salariés dans les mêmes situations qui n'aient pas les mêmes facteurs de pénibilité. Autre brève, le bulletin de paie, clarifié, simplifié, je ne sais plus. Simplifié, on va dire. Hein. Alors là, c'est un sujet beaucoup moins anxiogène pour les entreprises. Donc déjà, c'est quand même rassurant. Parce qu'on a parlé de simplification, après on a parlé de clarification. En fait, qu'est-ce qu'il en est vraiment? C'est en fait une réduction du bulletin de paie, puisqu'on regroupe des lignes. On limite sa présentation, donc en fait on va se retrouver avec un bulletin de paie d'une page. Est-ce que l'utilisateur final chez l'entreprise salarié y verra plus clair dans le bulletin de paie? Je n'en suis pas convaincu, parce que vu la complexité de la paie, ça ne va pas changer grand-chose à sa compréhension. Si on avait voulu une vraie simplification, il fallait travailler en amont sur les règles qui déterminent le bulletin de paie, mais là c'est un autre sujet. Et là, c'est l'expert comptable et le PDG qui nous le dit. Bon, en tout cas, ça va sauver des arbres, en principe. Hein, c'est ça? Normalement. Voilà. Et des lignes informatiques pour les serveurs. Voilà. Alors, on va essayer d'accomplir un exploit avec vous. Merci beaucoup, Jacques. Avec vous, Caroline. Parler de la loi El Khomri, qui est aujourd'hui même à l'Assemblée en 2e lecture, si je ne m'abuse. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les points les plus essentiels à retenir sur cette loi? Alors, avec les effets d'annonce qu'il y a eu encore aujourd'hui, où manifestement ça va passer en force, hein, article 49.3 a été annoncé officiellement pour cet après-midi. La loi travail, elle regroupe beaucoup de thèmes issus du Code du travail. Alors, on a voulu on a voulu refondre intégralement le Code du travail. C'est en prévision, en tout cas, hein, par des commissions d'ici 2 ans. Mais aujourd'hui, la loi, il faut retenir, allez, on va dire environ 8 thèmes. D'accord. Vous pouvez m'en faire 3? Je peux vous en faire 3 rapidement, super. Les plus importants. Alors, la réorganisation, l'allègement des obligations en matière de durée du travail. Alors, c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre. Oui. Mais finalement, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que ce qui est prévu dans cette loi du travail sur, notamment, la majoration des heures supplémentaires, c'était déjà un dispositif qui existait. Donc, rien de neuf sous le soleil, comme on dit. Si une modification en matière de congés, les congés qu'on ne pouvait pas prendre la première année d'exercice, qu'il fallait attendre 1 an révolu pour pouvoir poser ses congés et en bénéficier. Normalement, on devrait pouvoir, si la loi passe, les poser immédiatement. Une modification en matière de licenciement économique, une redéfinition du motif économique avec un élargissement de ce motif pour permettre aux entreprises, lorsqu'il y a de réelles difficultés économiques, de licencier avec un peu plus de sécurisation derrière pour limiter le développement des contentieux.
avec également une modification s'agissant du périmètre, puisque normalement la jurisprudence souhaitait, enfin en tout cas nos arrêts de jurisprudence de la Cour de cassation notamment, préconisaient de regarder le motif économique à l'international lorsqu'on était sur des groupes internationaux. Là, le périmètre serait national, donc quand même une modification importante de ce côté-là. Une réforme également de l'inaptitude au travail, réforme très importante et qui ne va pas être la moindre puisqu'elle va être très complexe, avec une disparition par exemple des visites médicales d'embauche, avec la création d'une commission pour que ce ne soit plus le médecin du travail qui définisse l'inaptitude ou l'aptitude au poste, mais bien une commission, au moins de trois médecins, avec des modifications en matière de reclassement lorsque le salarié est déclaré inapte au travail, et puis également un petit mot sur le fameux article 2 quand même. L'article 2, oui, l'inversement de la hiérarchie des normes. Alors, est-ce que nos accords d'entreprise vont pouvoir imposer aux salariés des conditions moins favorables que la branche ? Ça existait de toute façon d'ores et déjà. Donc voilà, alors c'est un élargissement de la possibilité, mais quand on dit accord d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'on impose aux salariés. Justement, c'est une concertation, ce sont les partenaires sociaux. Alors pas nécessairement, effectivement, et c'est ce qui fait crier à mon avis nos syndicats, pas nécessairement un accord qui a été signé par des délégués syndicaux, mais éventuellement par des élus, en tout cas des salariés élus ou qui ont été mandatés, avec un passage au suffrage des salariés qui sont directement concernés. Donc, on peut considérer que c'est une avancée en termes de dialogue social, mais effectivement, on laisse de côté ce qui, jusqu'à présent, relevait du précaré des organisations syndicales. Absolument. Un petit mot sur le bulletin de paie dématérialisé. Oui, ça bouge, c'est dans la loi El Khomri. C'est exactement, ça s'érige dans la loi El Khomri. Où à partir du 1er janvier 2017, les bulletins de paye pourront être transmis sous forme électronique par défaut. C'était déjà le cas depuis 2009 où les entreprises, en accord avec les salariés, pouvaient distribuer les bulletins de paye de façon électronique. C'était soumis à l'accord préalable des salariés. Là, plus besoin d'accord. Janvier 2017, on peut le distribuer par défaut. Par contre, c'est le salarié qui doit stipuler qu'il n'est pas d'accord et qu'il veut toujours conserver le papier, voire faire les deux. Voilà, la modernisation est en marche. Merci madame, je sais que vous êtes frustrée, il y a plein de choses à dire sur cette loi, mais vous allez revenir nous voir. Allez, il me reste à vous donner rendez-vous pour notre prochaine émission Veille Légale. Elle aura lieu le 15 novembre, notez-le sur vos tablettes à 14h30, toujours en direct. On va parler du CPA, le compte personnel d'activité, je suis sûr que vous viendrez, de l'EDI FEC, le fichier d'expert comptable, le fichier d'écriture comptable. On va parler de l'obligation généralisée DSN, bien sûr, avec Antoine, du droit à l'oubli, quelque chose de très important. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, conseiller à vos collègues de regarder cette émission qui va rester en replay, pour le dire en français, pendant une trentaine de jours environ. Permettez-moi, en votre nom, de remercier toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Nous vous souhaitons un bel été. À bientôt. Merci. Merci.